Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvipérinéologie du 18 avril 2026, proposée par Erwan Lerumeur, kinésithérapeute à Paris. Cette semaine, notre veille a remonté 420 articles, dont 73 avec abstract, dans un ensemble très hétérogène, avec seulement 5 articles classés forts et une majorité de papiers de faible niveau de preuve. Le sommaire du numéro est le suivant. D'abord, à la une, avec les papiers les plus importants de la semaine, même hors thème. Ensuite, le dossier thématique consacré au bloc anorectal, trop souvent relégué au second plan alors qu'il parle de continence, de douleur, de chirurgie, de rééducation, de pédiatrie, de transition vers l'âge adulte et de qualité de vie. Premier immanquable, la méta-analyse de Asana, Mariatti et Hermiati, publiée dans Clinical Epidemiology, intitulée Incidence and Risk Factors of Postoperative Urinary Retention in Gynecologic Surgery, a Systematic Review and Meta-Analysis. C'est un papier important parce qu'il transforme un problème souvent banalisé en véritable sujet d'organisation des soins. Les auteurs ont synthétisé 34 études totalisant 20 466 patientes et estiment une incidence poolée de la rétention urinaire post-opératoire à 16,1%. Ce n'est donc pas une complication rare. Elle est particulièrement fréquente après chirurgie de prolapsus, autour de 30,9%, et après bandelette ou mid-urethral slings, autour de 25,3%, tandis qu'elle descend à 3,7% après hystérectomie bénigne mini-invasive. Les facteurs associés sont très concrets. Troubles mictionnels préalables, diabète, voie vaginale et exposition aux opioïdes. Le message clinique est clair. On devrait probablement parler davantage de stratification préopératoire, de protocole de reprise mictionnelle et de parcours périopératoire standardisé plutôt que de gérer la rétention comme un aléa individuel. Deuxième, immanquable, l'essai randomisé de Zhe et Liu dans Medicine, Clinical Study on the Efficacy of Electroacupuncture combined with pelvic floor muscle training for female stress urinary incontinence. L'intérêt de cet essai est d'être à la fois simple et utile. 128 femmes avec incontinence urinaire d'effort, légère à modérée, ont été réparties entre 4 groupes. Électroacupuncture seule, rééducation par entraînement des muscles du plancher pelvien seul, combinaison des deux et liste d'attente. L'intervention a duré 4 semaines. Le groupe combiné obtient la meilleure réduction du pas de test à 1 heure, avec aussi une amélioration cohérente des épisodes d'incontinence et du score IC-IQSF. L'analyse factorielle montre des effets principaux significatifs de l'électroacupuncture et du PFMT, mais pas d'interaction synergique. En bon français, la combinaison fonctionne mieux, mais pas parce qu'il y aurait une synergie mystérieuse, plutôt parce qu'on additionne 2 leviers efficaces. C'est précisément le genre de papier qui peut nourrir une pratique non chirurgicale réaliste, sans promesse excessive. Troisième immanquable, l'essai multicentrique de Shadeh, Azima, Sayadi et Yazdan Panahi, publié dans BMC Pregnancy and Childbirth, Comparative Effects of Rotational Effleurage and Connective Tissue Massage on Labor Pain, Duration and Perineal Outcomes in Pregnant Women. Ce n'est pas un papier spectaculaire, mais c'est un vrai papier de pratique. 90 primipares ont été répartis en 3 groupes. Effleurage, massage du tissu conjonctif ou soins usuels. Les 2 massages réduisant significativement la douleur pendant la phase active du travail, avec un avantage de l'effleurage dans les stades les plus avancés. L'étude se présente comme un essai randomisé, tout en assumant une classification plus quasi-expérimentale du fait du recrutement de convenance multicentrique. Cette honnêteté méthodologique est plutôt saine. Le message pratique, lui, est simple. Dans le travail obstétrical réel, des approches non pharmacologiques, modestes, bien intégrées, peuvent encore améliorer l'expérience maternelle. Et comme la pelvipérinéologie ne commence pas après l'accouchement, ce papier a toute sa place en ouverture. Je retiens aussi comme 4e immanquable la méta-analyse de Han, Tang, Gong et collaborateurs dans Medicine, Efficacy of Floating Needles in the Treatment of Postpartum Urinary Incontinence and Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis. 8 articles, 1194 femmes, toutes les études conduites en Chine et un signal globalement favorable sur la douleur postpartum, l'incontinence, le score IC-IQSF et la quantité de fuite. Là encore, car il faut rester lucide.
Et on est dans un corpus probablement très homogène culturellement, avec une littérature qui appelle une lecture critique, mais la raison pour laquelle ce papier compte est ailleurs. Il rappelle que les suites de couches sont encore un terrain d'innovation thérapeutique et que douleur postpartum et incontinence restent des cibles majeures, trop souvent traitées de façon pauvre ou tardive. Ce n'est pas un standard à adopter sans recul, c'est un signal à ne pas ignorer. Le dossier de la semaine est donc consacré à l'anorectal, et il mérite vraiment cette place. On parle souvent du bloc anorectal soit comme d'un sous-chapitre de coloproctologie, soit comme d'un territoire chirurgical séparé du reste de la santé pelvienne. C'est une erreur. Les papiers de cette semaine montrent au contraire que l'anorectal est au cœur de la pelvipérinéologie, dès qu'on s'intéresse sérieusement à la continence, à la qualité de vie, à la rééducation, aux trajectoires de soins, à la sexualité, à la pédiatrie et à la transition vers l'âge adulte. Ce qui manque le plus à ce champ n'est pas forcément une nouvelle technique à la mode. C'est parfois une meilleure façon de penser la fonction dans le temps. Le papier le plus important du dossier, à mon sens, est la revue systématique de Wren, Bloom, Chan et Harris. Dans Pediatric Surgery International, Anorectal Malformation in Adulthood, a systematic review of biological, psychological and sociological outcomes and experiences. C'est probablement le papier le plus humain de la semaine. Son mérite est immense parce qu'il attaque frontalement le trou noir habituel des malformations anorectales, l'âge adulte. On sait opérer l'enfant, on sait souvent suivre l'enfant, on sait beaucoup moins raconter ce que devient l'adulte, messe excessive. La revue montre que les défis biologiques restent dominés par le poids des chirurgies et de la gestion de la continence, que les défis psychologiques touchent notamment aux inquiétudes psychosexuelles et à la représentation du corps, et que les défis sociologiques, ils concernent surtout la navigation dans des systèmes de santé complexes, fragmentés et mal coordonnés. Le plus fort dans ce papier, c'est qu'il détruit l'illusion selon laquelle une continence suffisante clôturerait le problème. Chez ces patients, la vraie question n'est pas seulement « est-ce que ça sort au bon moment ?», c'est aussi « comment vit-on avec ce corps, cette histoire, cette intimité et ce parcours médical ?» Cette revue mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle dit en creux quelque chose de très important pour toute notre discipline. La pelvipérinéologie aime beaucoup ses scores, ses classifications, ses paramètres de résultats. Mais en anorectal, encore plus qu'ailleurs, le score seul trahit souvent la réalité vécue. Une continence acceptable peut être obtenue au prix de stratégies lourdes, d'une anxiété permanente, d'une sexualité évitée ou d'un rapport au corps très abîmé. Inversement, un patient avec des symptômes persistants peut malgré tout avoir construit une vie très fonctionnelle si l'accompagnement a été bon, si les relais ont existé et si le suivi adulte n'a pas rompu brutalement. Ce papier ne donne pas de solution miracle. Il fait mieux, il rappelle le bon cadre. Le versant pédiatrique post-opératoire est ensuite remarquablement illustré par l'étude de Ahmed, El Gohari et collaborateurs dans Annals of Rehabilitation Medicine, Electrode Placement and Continence Outcomes in Pediatric Hirschsprung's Disease, Rectal versus Surface Stimulation After Transanal Pull-Through Surgeries. Il s'agit d'une étude comparative chez 67 enfants opérés pour maladie de Hirschsprung, tous pris en charge avec exercice du sphincter anal et biofeedback, mais randomisés entre électrodes rectales et électrodes de surface. Ce qui ressort, c'est une amélioration significative dans les deux groupes sur la qualité de vie, le Bowel Function Score et le score pédiatrique d'incontinence-constipation. Les gains les plus importants se font entre l'évaluation initiale et le suivi, avec des effets qui se maintiennent au-delà du post-traitement immédiat. Le niveau de preuve reste modeste, bien sûr, mais cliniquement, le papier dit quelque chose d'essentiel. Après chirurgie, la récupération anorectale se travaille. Elle ne relève pas uniquement du temps ou de la croissance. Elle peut être organisée, stimulée, évaluée. Ce point me paraît central. Dans beaucoup de parcours pédiatriques, la chirurgie bénéficie d'un statut presque héroïque, puis la suite était laissée à une forme d'attente optimiste. Or, l'attente ne constitue pas une stratégie. Ce que montre le papier sur Hirschsprung, c'est au contraire l'intérêt d'une séquence active. Exercice, biofeedback, stimulation, mesure répétée des conséquences fonctionnelles. Et cela a une portée au-delà de Hirschsprung. En anorectal, comme dans le reste du pelvis, la chirurgie ne signe pas la fin du parcours. Elle ouvre souvent la vraie phase de reconstruction fonctionnelle.
Autre papier très utile, Gomez-Suarez, Lin, Gershon et Rodriguez dans Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Radiopaque Markers in Children with Functional Constipation, Potential Role in Diagnosis, Therapy and Outcomes. C'est un excellent papier de tri clinique. Les auteurs évaluent l'intérêt d'un protocole simplifié de marqueurs radio-opaques chez 315 enfants avec constipation fonctionnelle selon ROM4. Les résultats sont intéressants parce qu'ils sont justement nuancés. Les marqueurs corrèlent avec les symptômes, les habitudes intestinales, l'incontinence fécale, certaines comorbidités et un BMIZ, score plus bas, mais ils ne prédisent ni les résultats du lavement opaque, ni ceux de la manométrie anorectale. En revanche, ils aident à orienter la réalisation d'une manométrie colique dans environ 2/3 des cas et ils prédisent la réponse au traitement médical sans prédire le besoin de chirurgie. Autrement dit, ce n'est pas un examen magique, mais un outil de hiérarchisation utile. Et c'est probablement ce qu'il fallait entendre. Dans la constipation fonctionnelle pédiatrique, les familles et les soignants se fatiguent souvent dans une succession d'ajustements empiriques, laxatifs, conseils alimentaires, examens, consultations spécialisées, sans toujours savoir à quel moment on change vraiment de niveau de décision. Les marqueurs radio-opaques n'apportent pas la vérité. Ils apportent quelque chose de plus modeste et souvent plus utile. Un élément de tri pour savoir qui continuer à traiter médicalement, qui explorer davantage et qui adresser plus haut. En clinique, cette modestie est une qualité. Le bloc trouble de l'évacuation est ensuite représenté par l'étude de Wen Hui, Kuhn, Ming et collaborateurs dans International Journal of Colorectal Disease, Electroacupuncture combined with biofeedback for obstructed defecation syndrome, a retrospective cohort study. Ici, 296 patients avec ODS ont été comparés entre biofeedback seul et combinaison électroacupuncture plus biofeedback. Les deux groupes progressent, mais le groupe combiné fait mieux sur le taux global de réponse, le nombre hebdomadaire de selles spontanées complètes, les scores de constipation, la qualité de vie et plusieurs paramètres électromyographiques de surface. Comme c'est une cohorte rétrospective monocentrique, il faut rester prudent. Mais le signal est intéressant parce qu'il pousse vers une lecture moins binaire des troubles de l'évacuation. On n'est pas obligé de choisir entre tout est mécanique ou tout est fonctionnel. On peut aussi envisager que la meilleure stratégie soit une combinaison graduée d'approches ciblant plusieurs composantes du trouble. Ce papier est aussi intéressant pour une autre raison. Il réhabilite la notion de qualité de vie comme critère valable dans l'ODS. Trop souvent, la discussion est aspirée par le nombre de selles, le temps aux toilettes ou la présence d'une dysynergie. Tout cela compte, évidemment. Mais ce qui fait la vie d'un patient avec ODS, c'est aussi l'anticipation de l'effort, le sentiment d'échec évacuatoire, la dépendance aux laxatifs, l'évitement social et la fatigue psychique. Une amélioration des selles qui ne change pas la qualité de vie reste une demi-victoire. Et ce papier a au moins le mérite de ne pas l'oublier. Le papier le plus propre sur le plan thérapeutique pur est probablement l'essai randomisé de Kumar, Garg, Gupta et Ranjan dans World Journal of Surgery, a double-blind randomized controlled trial comparing the efficacy of nifedipine and diltiazem ointments in the treatment of anal fissure. Ici, on revient à un problème anorectal très fréquent, très douloureux et parfois traité de façon trop dramatique. 110 patients avec fissure anale aiguë, chronique ou mixte ont été randomisés entre nifedipine topique à 0,3% plus lidocaïne à 2% et diltiazem à 2% plus lidocaïne à 2%, 2 fois par jour pendant 6 semaines. Les deux bras améliorent significativement le score REALISE avec des taux de cicatrisation comparables autour de 71% et 67% et peu d'effets secondaires. Le message est net. Les deux sont de bonnes options de première ligne à court terme. Ce n'est pas une révolution, c'est un repère thérapeutique clair. Et dans une semaine où beaucoup de papiers reposent sur des designs fragiles, celui-ci fait du bien. Ce qui me plaît surtout dans cet essai, c'est qu'il remet de la proportion. La fissure anale est un motif de douleur extrêmement concret, humiliant parfois, souvent accompagné de peur de déféquer. Or, la tentation existe toujours de glisser trop vite, soit vers le nihilisme, soit vers la dramatisation.
Cet essai rappelle qu'un traitement topique bien mené, dans un cadre conservateur, garde une vraie efficacité. La modernité d'un champ ne consiste pas seulement à ajouter des innovations. Elle consiste aussi à savoir consolider ce qui marche déjà. Un autre papier plus discret, mais important pour le pronostic initial, est celui de Hassan, Ahmed, Zagloul et Nader dans Journal of Neonatal Perinatal Medicine, Clinical Relevance of Sacral Ratio and Sacral Curvature in the Radiological Classification of Anorectal Malformations. L'effectif est petit, 23 nouveau-nés, mais l'idée est claire. Le ratio sacré, en incidence antéro-postérieure et latérale, est significativement plus bas dans les formes hautes de malformation anorectale, tandis que la courbure sacrée pourrait apporter une information complémentaire sans être discriminante ici. C'est typiquement le genre de papier qu'on pourrait négliger. Ce serait dommage, car il rappelle que l'anticipation fonctionnelle ne commence pas après la réparation. Elle commence dès l'analyse morphologique initiale, avec tout ce que cela implique pour le pronostic sphinctérien et périnéal. Je veux aussi faire une place au papier de Chin, Tan, Zheng et collaborateurs dans Journal of the American College of Surgeons, Cutting of the Intersphincteric Space for High Anal Fistula, Functional Preservation and a Predictive Model for Post-Operative Anal Incontinence. Nous sommes ici dans une cohorte prospective monocentrique de 146 patients avec fistule anale haute, suivis 18 mois après une technique Sphincter Preserving, le COIS. Les résultats sont intéressants parce qu'ils tiennent ensemble deux objectifs souvent opposés. La récidive reste faible, autour de 4,8%, tandis que le déclin fonctionnel anal significatif touche 11,6% des patients. Les auteurs identifient aussi des prédicteurs indépendants de dégradation fonctionnelle, notamment le sexe, l'âge et le ratio de neutrophiles, et en tirent un nomogramme avec une AUC autour de 0,739. Il faudra évidemment une validation externe. Mais l'idée de fond est excellente. Dans les fistules complexes, on ne devrait plus choisir une technique seulement sur la trajectoire anatomique de la fistule. Il faut aussi penser le risque fonctionnel post-opératoire. Cette logique mérite d'être soulignée. Pendant longtemps, une grande partie de la chirurgie anorectale a été dominée par l'obsession du geste curatif et le risque de récidive. C'était logique. Mais cela a souvent laissé la fonction au second plan. Or, pour le patient, une fistule guérie au prix d'une incontinence dégradée n'est pas forcément un bon résultat. Le papier de Chin et collaborateurs ne résout pas ce dilemme, mais il l'aborde enfin avec les bons mots, préservation fonctionnelle et évaluation individualisée du risque. Je signale enfin comme papier à surveiller l'article de Canton, Raffo, Camillo et collaborateurs dans Pediatric Surgery International sur un programme de rééducation des muscles du plancher pelvien chez des enfants opérés de chirurgie colorectale avec atteinte sphinctérienne. Le titre est prometteur et totalement dans notre ligne éditoriale. Mais cette semaine, dans le fichier source, l'abstract n'est pas disponible. Je préfère donc rester strict. Que retenir de ce numéro ? D'abord que le bloc anorectal devient vraiment intéressant quand on cesse de le réduire à la simple mécanique sphinctérienne. Ensuite, que la vraie modernité du champ n'est pas seulement technologique. Elle est aussi dans la manière de penser la transition pédiatrie adulte, la rééducation post-opératoire, les outils de tri clinique, les approches combinées dans l'ODS, les décisions chirurgicales orientées par la fonction et les déterminants institutionnels de la prise en charge. Enfin, que l'anorectal mérite sa place dans un journal de pelvipérinéologie, non pas par exception, mais par évidence. Il parle de continence, de douleur, de sexualité, de qualité de vie, de chirurgie et de rééducation, donc du cœur même de la discipline. C'est tout pour cette semaine. Vérifiez toujours les détails méthodologiques avant de transposer à votre pratique et retrouvez les références en description.